Je vais aujourd'hui vous parler du bon usage de la sonde gastrique et de la nutrition entérale. Alors, du coup, je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc la nutrition entérale, qu'est-ce que c'est ? C'est un enjeu quotidien parce que finalement, c'est l'un des traitements qui est les plus prescrits en réanimation. Et il y a des recommandations de grandes sociétés qui nous disent que un patient qui est admis en réanimation, c'est un patient qui va être à gros risque de dénutrition. La dénutrition, c'est quoi ? Ça augmente la mortalité, les infections, les durées de ventilation mécanique et les durées de séjour. Et donc, ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, c'est qu'il faut administrer dans les 24 premières heures à nos patients un support nutritionnel entéral pour les patients qui vont être jugés dénutris ou incapables de s'alimenter dans les jours qui suivent l'admission. Alors, comment on va faire ça ? Il y a plusieurs abords digestifs pour l'alimentation entérale. Donc, on connaît la sonde nasogastrique, et il existe aussi la gastrostomie, ou encore la jéjunostomie. Et ces mêmes recommandations nous disent qu'il faut plutôt probablement privilégier la sonde naso- ou orogastrique en première intention, du fait que c'est plus simple d'utilisation et que ça a un moindre coût. Alors, il existe différentes sondes gastriques. Donc là, vous allez probablement en reconnaître la sonde de Salem, la sonde d'alimentation, mais aussi la sonde de Faucher ou de Blackmore. Alors, ces deux dernières n'étant pas des sondes à visée de nutrition, je vais vous parler aujourd'hui des deux premières. Alors, la sonde gastrique de Salem, donc c'est une sonde en chlorure de polyvinyle, dite en PVC. Et le PVC, c'est quoi ? C'est une matière qui est plus rigide, qui est moins chère, et ça a un but premier de vidange gastrique chez nos patients qu'on admet en réanimation. Et l'usage de cette sonde n'est pas recommandé pour la nutrition entérale au long cours. Donc elle dure en moyenne, il faut la poser en moyenne 5 jours chez nos patients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le PVC, c'est une matière qui va se dégrader dans l'estomac due à l'acidité gastrique. Donc voilà, il ne faut pas les laisser en place trop longtemps. Et à savoir, ce sont des sondes qui sont à double courant, avec donc une valve anti-reflux, qui permet un appel d'air en fait, quand la sonde est en aspiration, pour éviter les ulcères de la muqueuse digestive. Alors, ces sondes, il faut savoir qu'elles peuvent être clampées, en déclive ou en aspiration. Et elles sont indiquées pour une visite confort chez des patients qui vont avoir des vomissements répétés, ou encore lors d'une absence de transit, un iléus, ou pour décharger les voies digestives en post-opératoire. La sonde gastrique d'alimentation maintenant. Donc ça va être exclusivement utilisé pour la nutrition entérale. Ce sont des sondes qui sont plus souples et qui vont être d'une durée d'utilisation jusqu'à 3 à 4 semaines. Donc il y a deux matériaux principaux, les sondes en silicone ou en polyuréthane. Les sondes en silicone ont une surface interne qui est irrégulière, avec du coup plus d'obstructions observées que les sondes en PU. Néanmoins, le temps de pause aurait été jugé plus court sur quelques essais et le ressenti patient plus confortable, alors que sur les sondes en PU, il y aurait plus d'irritation nasale. Voilà. Néanmoins, les deux sont indiqués pour la nutrition entérale et après, ça dépend de ce que vous avez dans vos services. Les indications des sondes d'alimentation, ça va être pour un patient qui a des apports nutritionnels insuffisants, mais aussi pour des troubles de la déglutition ou de la mastication, ou encore pour des affections de la région maxillofaciale ORL. Alors la pose et la fixation maintenant. Donc on fait ça chez un patient qui est plutôt demi-assis, avec une ablation de l'appareil dentaire, avec un repérage NEX, donc c'est nez, lobe de l'oreille, appendice xiphoïde auquel on rajoute 10 cm. Donc c'est la méthode de repérage classique qu'on utilise dans notre quotidien. Il faut utiliser un lubrifiant qui est compatible avec le matériau, donc plutôt un lubrifiant à base d'eau. Et si vous utilisez une sonde en silicone, il vaut mieux éviter les lubrifiants à base de silicone puisque ça détériore le matériel. Et puis, il est important de noter le repère à la pose pour la traçabilité dans le dossier. S'il y a un obstacle, il ne faut pas forcer. Et j'attire sur votre attention là-dessus parce que chez les patients qu'on reçoit en réanimation, qui sont des patients souvent qui sont endormis, ils ne vont pas tousser si on passe la sonde au mauvais endroit, et donc voilà, ça peut être dangereux. Donc s'il y a un obstacle, il vaut mieux changer de narine. Ensuite, il faut retirer délicatement le mandrin une fois que la sonde est positionnée, parce que sinon vous pouvez la faire bouger à l'intérieur de l'estomac. La vérifier quotidiennement. Et des petits conseils pratiques, c'est qu'on sait souvent que les pansements qu'on a qui sont utilisés pour coller sur le nez, souvent ils ne collent pas très bien, notamment si votre patient a la peau un peu grasse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite compresse humidifiée d'un petit peu d'alcool, et vous verrez que l'adhésion du pansement à la peau sera vraiment meilleure avec ça. Et ensuite, ces sondes sont des sondes qui sont plus souples, et donc du coup parfois plus difficiles à poser. Et dans ces cas-là, vous pouvez les mettre une petite demi-heure au frigo avant la pose, ça les rigidifie un peu, ça aide aux soins.
Alors, maintenant qu'elles sont posées, le contrôle du bon positionnement. Donc la référence aujourd'hui, c'est le contrôle radiologique, avec, comme vous pouvez le voir sur la radio à droite, la sonde, après chaque pose ou mobilisation de la sonde. Et il y a une étude qui avait été faite en 2017 qui prouve qu'il y a une alternative fiable qui serait autre que la radio, c'est l'échographie. Mais c'est pas franchement utilisé dans le quotidien aujourd'hui parce que ça nécessite quand même un apprentissage, du matériel d'échographie et des soignants. Donc voilà, mais bon, en tout cas, c'est une alternative possible. Je vais vous parler maintenant des problèmes principaux qu'on peut rencontrer, donc qui vont être liés soit à la sonde gastrique, avec du coup des faux trajets, des obstructions, ou bien à la nutrition en elle-même, avec des intolérances digestives et des dysglycémies. Donc les faux trajets, le faux trajet dans les voies aériennes, ça arrive de temps en temps. Donc la sonde passe dans les voies respiratoires, donc comme vous pouvez le voir sur la radio de gauche, la sonde qui est dans les bronches et qui crée un pneumothorax sur la radio de droite, mais encore sur cette radio, la sonde gastrique qui est clairement dans les voies respiratoires. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si votre patient tousse ou est dyspnéique, il faut retirer immédiatement la sonde. Alors, le positionnement intracrânien, ça je vous rassure, ça arrive moins souvent, mais a priori ça a déjà arrivé. Donc c'est du coup la sonde qui s'est enroulée là au niveau du crâne. Donc s'il y a un traumatisme facial, il faut favoriser la voie orale. Et si la sonde gastrique est nécessaire, il vaut mieux privilégier la pose orogastrique et pose faite par un médecin idéalement. Les obstructions, donc ça arrive plus fréquemment dans notre quotidien. Comment les éviter ? En rinçant la sonde après chaque utilisation, donc avant et après c'est intéressant parce que vous avez de la nutrition dans votre sonde et en passant un petit peu d'eau avant d'injecter vos médicaments, ça limite les interactions entre la NEC et les médicaments que vous allez administrer, donc ça évite les obstructions. Et ensuite, vous rincez avec 20 cc d'eau derrière et normalement, il n'y a pas franchement beaucoup de problèmes. Si par contre, il y a une obstruction quand même, vous pouvez essayer de rincer avec un peu d'eau tiède, voire du coca. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut jamais insérer de guide métallique dans les sondes gastriques. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un risque de perforation de la muqueuse digestive, donc voilà, c'est quand même dangereux. Et donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux se renseigner sur les médicaments possibles à utiliser par voie entérale, avec votre pharmacie hospitalière. À la PHP, il existe ce type de logiciel sur l'intranet qui est plutôt intéressant et qui nous décrit quels médicaments on peut passer par voie entérale. Et donc là, vous pouvez voir avec le Xanax que on peut le broyer, il peut fondre dans l'eau et on peut le passer par voie entérale. Alors que l'Alpress à libération prolongée, lui, on ne peut pas le broyer, il ne se disperse pas dans l'eau et donc il ne passe pas par voie entérale. Et dans ces conditions-là, il faut revoir avec votre médecin une prescription adaptée à cette voie d'abord. D'autres problèmes qu'on peut rencontrer, ça va être des problèmes cutanés avec des sinusites ou des escarres. Donc voilà, toujours veiller à modifier le point d'attache de la sonde, des épistaxis et plus rarement des ulcérations gastriques, perforations ou hémorragies digestives. Donc là, faire attention aux patients notamment qui ont des varices œsophagiennes avec une pause qui se ferait plutôt idéalement aussi par le médecin dans ces cas-là. Ensuite, les vomissements et inhalations. Donc oui, les intolérances digestives chez nos patients qui sont un peu graves, un peu choqués, ça arrive. Et donc là, il y a deux études qui ont été faites en 2010 et en 2013 qui nous montrent qu'il ne faut pas mesurer le résidu gastrique. Le résidu gastrique, avant, on le mesurait. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur que nos patients fassent des pneumopathies d'inhalation, qu'ils vomissent et qu'ils réinhalent. Et finalement, en fait, dans ces deux études, on se rend compte que ça n'augmente pas, ne pas le faire, ça n'augmente pas les pneumopathies et ça n'augmente pas la mortalité. Donc en fait, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On met plutôt le patient en position demi-assise, avec une administration en débit continu. On ne fait pas des gros bolus de nutrition sur un temps court, parce que ça favorise les régurgitations. On réfléchit au positionnement de la sonde. En fait, sur ce schéma, vous pouvez voir la zone bleue. Idéalement, c'est là où il faut que la sonde gastrique soit positionnée. Si elle est trop haut dans l'estomac, donc trop près du cardia, trop près de l'œsophage, ça favorise les régurgitations. Et il faudrait utiliser des prokinétiques, donc érythromycine ou méthoclopramide, si ça ne suffit pas. Alors, les vomissements lors du décubitus ventral, pour faire un petit peu sur le thème de l'année qu'on vient de passer. Donc le DV, c'est quoi ? C'est des patients de réanimation qui sont plus graves, qui ont un indice de gravité qui est élevé, qui sont sous sédation profonde et qui sont souvent sous vasopresseur, et donc qui ont une hypotonie œsophagienne. Et tous ces éléments font que ce sont des patients qui ont plus tendance à faire des régurgitations que les autres. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On surveille régulièrement les signes d'intolérance. On met le lit en position proclive lorsque le patient est allongé sur le ventre, donc un peu la tête en haut et les pieds un peu plus bas. Et on administre des prokinétiques en prophylaxie ou en systématique en fonction de votre protocole de service. Mais dans tous les cas, on n'est pas censé arrêter la nutrition.
Et là, il y a des recommandations de 2019 qui ont étudié un petit peu quand est-ce que la nutrition entérale pouvait être recommandée ou pas. Et ce qu'on voit dans cet encadré, c'est que la curarisation et le DV, ça ne contre-indique pas la nutrition entérale. Alors ensuite, les intolérances digestives basses, donc ça va être les diarrhées. Donc il y a plusieurs causes. Il va y avoir des étiologies organiques, comme une colite à Clostridium, un fécalome avec de fausses diarrhées, ou encore une maladie sous-jacente qui entraîne un syndrome de malabsorption. Il peut y avoir aussi des étiologies autres, comme le mauvais positionnement de la sonde. Donc là encore, comme vous le voyez sur le schéma, il faut idéalement que la sonde soit dans le milieu de l'estomac. Si elle est trop bas et donc trop près du pylore, ça peut favoriser les diarrhées. Alors pas chez tous les patients, chez des patients qui vont avoir un système digestif un peu atteint, mais un peu fragile, mais voilà, ça peut être une des causes. Le débit non régulé, donc encore une fois, pas de nutrition en bolus, mais plutôt en continu, ça limite les intolérances. Et les médicaments administrés, notamment si votre patient est sous antibiotiques par exemple, ce qui peut être la cause de diarrhée. Alors il faut toujours en rechercher la cause avant d'arrêter ou de diminuer le débit. Néanmoins, si votre patient est en état de choc, il faut garder dans un coin de sa tête que ça peut être autre chose et ça peut être un peu plus grave. Ce tableau, il est sorti de l'étude Nutrirea 2, dont les conclusions ont été tirées en 2017, qui nous montre que la nutrition entérale versus parentérale, finalement, il n'y a pas tellement cette différence sur les 7 premiers jours lorsque les patients sont en état de choc. Néanmoins, chez un patient alimenté sous nutrition entérale, il peut y avoir des ischémies mésentériques et des obstructions coliques davantage. Donc il faut garder en tête que si son patient est choqué, ça peut être ça aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour les diarrhées, on respecte les règles de bonne pratique de la nutrition. Donc, un branchement de 24 heures maximum, avec un changement de tubulure quotidien. Si on laisse la tubulure plusieurs jours, ça favorise la prolifération bactérienne et donc l'apparition de diarrhée. On fait un stockage et une administration à température ambiante. Et il faut savoir que c'est un petit cercle vicieux parce qu'en fait, un patient qui est dénutri, il va avoir une carence en micronutriments qui vont être trophiques en fait, pour l'intestin. Et donc, du coup, ça va favoriser son risque de diarrhée lorsqu'on l'alimente, etc., etc. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, il ne faut pas franchement arrêter dès le début. Et j'ai trouvé cette étude qui m'a paru intéressante. Bon, elle est un peu ancienne, mais j'ai trouvé intéressante. Ce que vous voyez en blanc, c'est dans le graphique, c'est la quantité de nutrition que le médecin a prescrit pour son patient. Et en noir, c'est ce que le patient a réellement reçu. Et donc, ce que vous voyez là, les encadrés de couleur, c'est en fait le déficit énergétique, donc la différence entre la prescription et l'administration, qui est sur les premières semaines d'hospitalisation quand même assez conséquente. Donc, ce qu'il faut en conclure, c'est que une intolérance, ok, mais on n'arrête pas tout de suite la nutrition, on recherche d'abord la cause, on essaye de comprendre. Et la sous-nutrition, il ne faut pas l'oublier, c'est un facteur de gravité. Et donc, les diarrhées, qu'est-ce qu'on fait ? Probablement qu'on utilise plutôt des mélanges avec de la gomme de Goire. Ça, c'est pareil, c'est une recommandation de grande société. Donc, il y a ce type de soluté qui existe avec plus de gomme de Goire que les autres. Et en seconde intention, des produits semi-élémentaires peuvent être utilisés, mais bon, plus rarement, avec des produits prédigérés pour une meilleure absorption. Et la gomme de Goire, elle a eu le bénéfice d'une étude de 2004, qui nous montre que c'est efficace. Et ce qu'on voit sur les encadrés de couleurs, c'est que les patients qui sont alimentés par gomme de Goire, finalement, au fil des jours, on peut les alimenter davantage. Et là, on voit sur la droite que ils ont moins de sel que les autres patients qui sont alimentés normalement. Enfin, en tout cas, moins de sel liquide. Et enfin, l'intolérance glucidique. Alors, c'est aussi un des problèmes chez nos patients de réanimation, qui vont être des patients avec un organisme en état de stress, qui vont moins bien réguler leur glycémie, et puis qui sont nourris de manière entérale, donc qui peuvent augmenter leur glycémie. Donc c'est important d'avoir un protocole de service avec une modalité plutôt d'insuline en sous-cutanée initialement, et puis un relais en IVSE si c'est insuffisant. Et la gestion des hypoglycémies est importante parce que c'est ça qui va être délétère pour nos patients. Et là, il y a une étude de 2009 qui avait été faite qui nous montre que le contrôle glycémique strict versus plutôt tolérer une glycémie inférieure à 1,8 g par litre, ça a une conséquence sur nos patients. Et finalement, il faudrait plutôt effectuer un contrôle glycémique un peu large, voilà, viser une glycémie inférieure à 1,8 g par litre. Ça diminue la mortalité. Dans le service où je travaille, on a ce type de protocole qui existe, donc avec 3 étapes. La première, c'est une mise en route avec un bolus en fonction de la glycémie de notre patient. On est en millimol par litre, par contre. La deuxième étape, c'est une adaptation avec, ce qui est intéressant, une vitesse maximale à ne pas dépasser.
quand on est en IVSE, bien sûr. Voilà, et donc du coup, ça permet d'éviter de retrouver son patient en hypoglycémie 1 à 3 heures après. Et enfin, une troisième étape avec un protocole d'hypoglycémie, donc avec des actions infirmières à faire d'emblée pour résoudre le problème. Et donc, ce qu'on peut conclure de cette intervention, c'est que la nutrition entérale précoce, ça permet de lutter contre la dénutrition, mais pas que, puisque du coup, lutter aussi contre donc la dénutrition, les durées de ventilation, les durées de séjour. Il faut effectuer un relais rapide par sonde d'alimentation souple, et non pas alimenter nos patients sur des sondes de Salem trop longtemps. La pose de sonde gastrique, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, mais ça reste un acte invasif qui n'est pas dénué de complications. Donc, il faut rester vigilant. Les intolérances, il ne faut pas arrêter systématiquement la nutrition, parce que ça favorise la dénutrition et les facteurs de gravité. Et par contre, intolérance et diarrhée doivent rester un signe d'alerte chez un patient en état de choc. Je vous remercie de votre attention.